Alors merci donc libre à vous de voir comment et dans quel format de durée vous envisagez, vous souhaitez présenter votre dernier livre. Donc vous n'aviez rien écrit depuis du coup réalité, rien publié. Non, des petits trucs, des préfaces ou des choses comme ça. Alors sans préjuger de la manière dont vous voulez présenter le livre, comme je vous l'ai dit, il me semble que ce serait éventuellement intéressant justement d'évoquer la généalogie. Les deux livres sont très différents. Oui. Et je vous laisse expliquer, peut-être rappeler à ceux qui ne se souvenaient pas exactement de quoi traiter du cours de réalité, comment, pourquoi 10 ans après, vous écrivez sur le noir, la conscience poétique, la négation, et un ouvrage plus en rapport avec l'éducation philosophique, esthétique, que le constat véhément et consterné que vous faisiez à 10 ans et qui malheureusement, je ne pense pas que vous me démentirez, est toujours d'actualité. Ah oui, c'est ça le problème. J'avais plus quelques notes. Je vous en prie, allez-y. Tu peux raconter comment ça s'est passé. Vous m'aviez demandé... Oui, je vous avais demandé juste pour introduire le livre. Je me suis dit qu'une des manières qui me venait le plus spontanément, mais peut-être allez-vous prendre une partie complètement différente, c'était d'évoquer le chemin, les 10 ans qui séparent les deux livres complètement différents. Oui. Et bien, commencer par expliquer tout ça peut-être. Et je pense qu'après, les gens vont venir vous poser beaucoup de questions. Et je n'aurais plus du tout à intervenir. Bon. Merci. Je peux avoir un tout petit peu d'eau parce que... Comme monsieur l'a rappelé, là, donc, il y a 10 ans, j'ai écrit une analyse, enfin j'ai essayé d'écrire une analyse de la situation que j'ai appelée de trop de réalité, parce que il me semblait qu'il y avait une nouveauté dans une censure par l'excès, correspondant bien sûr à une marchandisation intensive, mais aussi à une entreprise sans précédent d'occupation de l'espace intérieur de chacun de nous. Et alors le temps passant, le malheur est que j'aurais pu écrire un tome 2, un tome 3, un tome 4, parce que la situation s'aggravait et que du coup tout paraissant céder devant ce qui se manifestait comme une domestication progressive des individus, eh bien j'ai essayé de chercher à savoir comment on en était arrivé là et pourquoi l'acquiescement était devenu presque une marque distinctive de ce temps. D'autant que d'un côté, les analyses les plus radicales avaient l'air d'avoir de moins en moins prise sur ce qui se passait, et que d'un autre côté, eh bien, les idées et les formes semblaient aussi de moins en moins reliées à ce qu'on était en train de dire. Alors, donc on pouvait continuer de déplorer cette situation-là, mais j'avais l'impression qu'on était dans une sorte de surplace, et j'ai essayé d'aller un peu plus profondément, et du coup je me suis posé un certain nombre de questions. Et d'abord, comment est-ce qu'on en était arrivé à perdre notre pouvoir de négation? Alors si c'était le cas, était-ce parce que ce monde visant à imposer le règne de la raison instrumentale
eh bien, cherchait désormais non pas à combattre directement les différentes formes d'altérité, mais au contraire à les intégrer pour les neutraliser. Et puis il y avait une autre question qui me paraissait encore plus grave, c'était est-ce que depuis les débuts de l'incroyance, c'est-à-dire depuis la fin du XVIIIe siècle, est-ce qu'il n'y avait pas un drôle de jeu qui se jouait justement entre ce qu'on avait appelé avant le mal et qui n'était plus le mal, d'un autre côté ce qu'on pensait comme la négation, comme le négatif, et puis enfin ce que moi j'ai appelé le noir, qui était une sorte de nouvelle conscience de l'inhumain qui était en nous. Et toutes ces questions-là me paraissait qu'il n'y avait pas aujourd'hui de réponse à ça, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Et justement parce que d'un côté en remarquant que les sociétés traditionnelles aussi bien primitives que chrétiennes par exemple n'avaient justement jamais négligé ces forces noires et les mythes et les religions sont là pour le montrer, mais en proposant des façons rituelles de les contenir. En revanche, ce qui caractérisait la société industrielle, c'est que justement, elle n'avait pris, depuis le début, délibérément, avait cru possible d'ignorer ces forces noires pour affirmer une positivité absolue à travers l'idée de progrès. Le résultat, c'est qu'on passait d'une dévotion à une autre. Et ça, c'était quelque chose qui me paraissait très grave, parce que, aussi bien, d'autant plus grave que les philosophes, les penseurs, voire les révolutionnaires, avaient fait pareillement l'impasse sur toute cette partie, ces forces obscures, et étaient plus ou moins consciemment tombés dans ce piège de cette nouvelle religiosité de la positivité et du progrès. D'où cette réflexion-là. Voilà. Il y a une question qui me venait à l'esprit, moi, à la lecture, la relecture, longtemps après, donc du Trou de réalité, et la lecture de, comment dirais-je, de Si rien avait une forme, ce serait cela, et c'est en rapport aussi avec certaines de vos interventions, il y en a quand même eu quelques-unes qu'on a pu apercevoir à droite et à gauche. Le point important quand même, c'est cet aspect de dégradation du langage. Là, vous rejoignez pas mal d'autres, y compris des auteurs présents, sur cette espèce de création d'une langue essentiellement destinée à produire une positivité, comme vous disiez, qui n'est plus du tout capable d'évoquer une négation, une contradiction, et de plus en plus hégémonique, et qui forcément influe sur la situation. J'aimerais, moi, que vous précisiez ou vous évoquiez rapidement, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, les deux livres, cet aspect-là, parce qu'il me semble, en gros, résumer un peu tous les autres, dans ce que chacun peut constater autour de soi aujourd'hui. La dégradation du langage, son appauvrissement, aussi bien le langage symbolique que vont utiliser les artistes ou ceux qui font fonction aujourd'hui, que vous évoquez, le discours officiel des fonctionnaires de la culture ou du pouvoir, mais aussi plus généralement le langage le plus courant des sujets d'histoire aujourd'hui, de ceux qui sont justement dans cette situation non seulement de se voir imposer la positivité industrielle et une espèce de dévotion qui va avec, mais d'être dépourvu du langage pour la contredire. Oui, ce qui est quand même intéressant, c'est que il y a mille façons d'aborder cette question-là, et donc on
d'autres l'ont fait peut-être mieux que moi, mais là ce que je peux dire rapidement, c'est qu'on peut constater, c'est surtout une entrée de la technicité dans le langage. Il y a à chaque fois, on assiste à un choix des mots techniques pour décrire chaque situation. Et ça, je pense que c'est très très grave. Par exemple, ça se manifeste à travers pour ce qui est des rapports humains, des sentiments, etc., une psychologisation de toute situation. Mais en même temps, on utilise d'abord des termes techniques pour rendre compte de situations. C'est-à-dire, on gère un rapport, on ne vit pas une histoire d'amour, on gère un rapport, enfin, c'est ça, c'est des exemples. Bon, et puis, il y a toutes les façons aussi, techniciennes d'ailleurs, aussi également, d'être à distance de toutes les implications sensibles de ce qu'on fait, de ce qu'on vit. En particulier, c'est les fameuses frappes chirurgicales c'est la bombe propre, en fait, tout ça, c'est ces formules atroces avec lesquelles les médias se gargarisent, mais qui tendent à devenir presque des formules ritualisées. Et ça, cette dégradation du langage qui devient un langage qui ne porte plus la contradiction en soi-même, n'est-ce pas? Et ça, je pense que c'est très très grave. C'est tout ce que je peux dire là, rapidement. Bon, et puis aussi, alors, dans le domaine de ce qu'on appelle la littérature, donc on se trouve devant des publications plus consternantes les unes que les autres. C'est-à-dire avec une sorte de réalisme le plus plat possible, qui n'évoque même plus des situations, mais des sortes de... Je ne sais pas comment dire, mais je ne peux pratiquement pas en parler tellement je trouve ça consternant. Vous parlez du trop de réalité, il était largement question du statut de l'artiste subventionné et de la manière dont l'art était institutionnalisé, non seulement en marché, mais dans une espèce de formatage officiel. Vous en parlez moins dans le dernier livre, mais il y a quand même un assez long chapitre sur la nouveauté de ces 10 dernières années, de celle dont on a pas mal parlé, qui est le musée des arts premiers. Et donc c'est magnifique, c'est très bien. Alors je crois que Annie Lebrun n'est pas forcément d'accord avec justement la généalogie de ce musée, de la manière dont les arts prétendument premiers, le retour au sauvage est recyclé lui-même dans ce vaste circuit technique normalisé et formaté. Est-ce que vous pourriez évoquer ce point du livre, parce que je pense qu'il est assez présent à l'esprit de pas mal de monde. Moi, c'est tellement évident, vous l'avez assez bien exposé, mais c'est un exemple parmi d'autres, effectivement, de cette sorte de marchandisation de tout ce sur quoi encore on pouvait miser, n'est-ce pas? Et c'est ça qui rend la situation particulièrement dramatique, c'est-à-dire que tout ce qui paraissait encore porteur d'une énergie de laquelle on pouvait se nourrir est par avance déjà utilisé, exploité pour être complètement neutralisé. Et du coup, alors toute cette sorte et ça se fait par un processus d'esthétisation qui permet du coup de consommer à peu près tout ce qui est d'ordre culturel de façon interchangeable. Et c'est ça qui se passe avec toute l'affaire du Prix Donc c'est une sorte de... Ça continue. On a pu déplorer et critiquer ce qui se passait au début du siècle avec les jardins d'acclimatation où on avait les sauvages qu'on regardait comme les animaux dans le zoo. Mais c'est analogiquement, c'est la même chose qui se passe actuellement avec ce qui vient de ces... C'est bien plus malsain d'ailleurs. Les animaux dont vous parlez, vous évoquez aussi cette incapacité
qui se crée, qui se constitue, en même temps de récupérer l'animal qu'on a l'air de découvrir, comme le primitif, comme le sauvage, etc., pour théoriquement le revaloriser, mais en pratique l'écarter complètement. Oui, c'est à nouveau dans ce processus d'esthétisation qui justement tient complètement à distance de la réalité de ce qu'on peut vivre. Et là maintenant c'est même drôle de voir à quel point ridicule, de voir comment la référence à l'animal est devenu une sorte d'animal de compagnie philosophique. Et c'est ça, donc on réfléchit là-dessus, faute d'ailleurs, parce que faute de pouvoir penser ce qui est, hein, c'est aussi, tout ça c'est des manœuvres de diversion pour éviter de penser ce qui est en train de se passer et très rares sont ceux qui arrivent à discerner. Parce que aussi c'est des manœuvres de diversion, ça. Et pour empêcher de voir, je m'excuse de revenir là-dessus, c'est une sorte d'obsession que tout se tient. Tout se tient, il y a un mouvement quand même, il y a une transformation en cours, c'est de ça que vous parlez, oui. Sur les années, depuis Breton, en passant par Debord, et aujourd'hui, il y a à la fois une continuité de quelque chose, et justement ce mouvement que vous saisissez de mise à l'écart, d'occultation de plus en plus grande, d'envahissement, comment vous l'interprétez, si c'est possible d'évoquer ça rapidement, avec le recul des années? Ça va dans ce processus de domestication généralisée que j'ai évoqué au départ. Vous ne voyez pas d'étape qui vous est particulièrement frappée, justement, sur les 30-40 dernières années? Si, autour des années 90-2000. Ça se joue aussi avec l'intrusion et la familiarisation avec l'informatique, qui joue un rôle dévastateur là-dedans. Moi, j'aurais une question sur, justement, je vous lis depuis longtemps, parce qu'on s'est croisés il y a très longtemps, je vous dirais dans quelles conditions, à Chambéry, c'était... Ah oui. Voilà. Et donc, je vous lis depuis longtemps. À la fois, vos livres sont dévastateurs, au bon sens du terme, et à l'issue de chaque livre, je me disais aussi, et quelle issue maintenant, enfin, pour moi qui ai encore la vie devant moi, c'est-à-dire comment devant ce qui est radical, quoi proposer, comment est-ce que vous voyez aujourd'hui des issues, des endroits, des lieux où ça résiste, où ça promet, ou est-ce que c'est définitivement insoluble? Et sur la question de la critique de l'informatique, qui je vois bien comment massivement elle participe de la domestication généralisée, et à la fois c'est aussi là que récemment des pôles de déséquilibre, de résistance sont nés aussi, des lieux qui ont un peu aussi sapé l'autorité de tel ou tel média, enfin où on a vu des choses en tout cas se passer qui n'avaient pas encore été pensées, ou en tout cas qui mettaient en péril un pouvoir institutionnel. Voilà. Je ne sais pas si je suis très clair, mais c'est un peu dans tous les sens là. Donc pour le côté dévastateur et pour après qu'est-ce qui s'est fait après, bon, moi aussi c'est les questions. Parce que Debord par exemple fait du bien à lire. Mais ensuite, au quotidien, voilà, c'est ça qui quoi en compte, c'est faire? que ça fasse du bien à lire, parce que le reste, c'est toujours la fin, c'est toujours l'explosion. De toute façon, c'est la destruction, toujours. Oui, bien sûr, donc, mais... ce qui compte, c'est la façon de dire, d'écrire. Ce qui compte, c'est de détruire, c'est pas de construire. Oui, d'accord, il n'y a qu'une solution, c'est ça. Voilà, de toute façon, pour moi, j'ai quand même quelques projets encore. Mais c'est pour asservir. À chaque fois qu'on construit, on asservit, en fait. De toute façon. Je dis ça sincèrement. Oui, je l'entends bien. Oui, mais bon, d'abord, c'est cette question-là, moi, que je me pose à la fin de chaque fois que j'interviens. Ouais. Mais il me semble que, justement, étant donné
que ce qui est aujourd'hui le plus menacé, c'est ce qu'il y a de plus singulier en chacun. Donc il me semble que c'est sur cela qu'on peut essayer de miser. Et sur ceux qui, bon, c'est un peu une formule, mais quand même ça donne, à mon avis, ça décrit assez bien ce que je souhaite, c'est-à-dire miser, parier sur ce qui n'a pas de prix. C'est-à-dire sur ce qui ne peut pas d'aucune façon devenir objet de marchandise. Et là, il s'agit effectivement alors quand même de tout ce qui se passe, d'essayer de retrouver, que chacun essaye de retrouver une sorte de souveraineté sensible que ce monde-là essaye par tous les moyens de nous arracher. Il me semble que quand même c'est dans la mesure où on rêve chaque nuit, dans la mesure où tout recommence quand même quand il y a ou une rencontre amoureuse ou une amitié passionnelle. C'est aussi de ces choses très à la fois très simples et très complexes que je crois de quoi on peut partir. Parce que c'est quand même de là que ça part. C'est aussi une façon de refuser le monde. Parce que c'est une autre façon de vivre, une autre façon d'être, une autre façon de sentir. Ouais, bien sûr. Donc c'est ça. Donc je n'ai pas, bien sûr que je n'ai aucune proposition, mais il me semble que c'est de cet ordre-là. Mais sans en avoir de proposition, on est tous les deux d'accord qu'on peut peut-être encore en faire le pari, même si c'est... Autrement, c'est plus simple d'arrêter de vivre. Voilà, c'est ça. Je veux dire que le fin du Dans fin, la c'est ça. mesure où on continue, on peut miser là-dessus, c'est ça. Mais c'est quand même de plus en plus compliqué parce que... je sens bien. Et vous, à la fois, je vois bien que c'est de plus en plus compliqué. Et est-ce que vous voyez quand même des manifestations? Est-ce qu'il y a des choses qui vous réjouissent aujourd'hui en termes artistiques, mais aussi, je ne sais pas, ou ailleurs, pas forcément dans ce domaine-là? Bah, oui, il y a des rencontres. Ça, je pense que chacun est à la mesure d'avoir en réserve ou à venir des sortes d'îles au trésor, de découverte des trésors de cet ordre-là. Et puis quand même, tout n'est quand même pas complètement foutu, puisque, bon, d'abord on est là, puisqu'il y a d'autres personnes aussi qui pensent différemment, même dans le domaine artistique. Moi, il y a un film qui m'a... Pourtant, les films français, depuis des années, c'est la catastrophe. Mais par exemple, le film c'est Pascal Ferrand, peut-être L'amant de Lady Chatterley. L'amant de Lady Chatterley, ouais. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire comme film. Et là, tout d'un coup, au milieu des horreurs qui nous sont données, et de toutes les, ou aussi bien les contrefaçons, les simulations, toutes les misères dans l'ordre érotique, tout d'un coup, là, il y avait quelqu'un qui était en mesure d'ouvrir une perspective tout à fait exaltante. D'accord. Par ailleurs, bon, il y a aussi des activités de ce genre-là. Donc, oui. Il se manifestera s'il le souhaite. Il est en terrain conquis ici. L'encyclopédie des nuisances, en fait, ce genre, quand même, cette réflexion-là, c'est ce qui apporte aujourd'hui, c'est parmi les très très rares choses qui apportent de l'air, grâce auquel on peut respirer, c'est ça. Excusez-moi, en parlant d'air, je voulais savoir, compte tenu de votre écriture, c'est-à-dire des abîmes, un espace, l'inconscient, comment fait un écrivain aujourd'hui pour être libre et être publié? Alors il se trouve que moi je suis écrivain évidemment, j'ai publié un certain nombre de livres, mais je revendique une littérature de l'imaginaire avec ce qu'on appelle un érotisme sans être catalogué érotique, c'est-à-dire un inconscient qui va dans cette pulsion, avec une écriture qui cherche quelque chose. Et il se trouve que là où il manque du récit linéaire, un appauvrissement dont vous parlez, comment on fait un culte de la personne,
comment fait-on dans ces cas-là pour trouver un lecteur, éditeur, qui permette cette rencontre, puisque tout est à l'aune de l'autofiction, et que sitôt qu'on écrit, notamment quelque chose d'érotique, la pulsion, on en arrive à une censure. J'avais écrit par exemple qu'une petite fille faisait l'amour sur une tombe. Donc c'est un scandale avéré là maintenant à notre époque. C'est-à-dire qu'on ne voit pas ce qui se passe en littérature, on ne cherche pas à laisser tomber tous ces jugements pour entrer sur ce territoire. Et on dit, non c'est impossible, il n'y aura pas de papier, les journalistes ne feront pas ça, on a peur, est-ce que c'est de l'autofiction? Donc plus rien ne va dans l'imaginaire. Et donc je voulais savoir comment faire pour se retrouver quand on est souvent isolé avec ce processus de l'écriture. Et évidemment, il y a des rencontres comme la vôtre et vos livres qui permettent de respirer, mais c'est pas évident du tout. Pas évident du tout. Oui, je ne peux que acquiescer. Oui, je peux pas. C'est ça. Bon, si je dois dire, moi, ce qui m'est arrivé, c'est à chaque fois par des accidents ou des trous dans le maillage très fort qu'il y a, mais c'est plutôt où les gens se sont trompés, ou bon. Oui, c'est ça, c'est plutôt de l'ordre de l'accidentel. Malheureusement, tout est fait de façon. Mais d'un autre côté, c'est peut-être pas si mal si c'est l'accident. Mais autrement, je ne vois pas comment. Non, il n'y a pas de. Si on ne veut pas en passer par ce qu'on attend de nous tous, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de solution. Je voulais vous poser une question en rapport avec, je vais me faire l'avocat du diable, et vous savez bien que je suis l'avocat du diable puisque j'ai une vénération pour ce que vous faites, et c'est en rapport avec votre critique. Vous précisez toujours, vous opposez la conscience poétique, une forme de conscience que vous associez le prédicat poétique, sensible parfois, vous ajoutez, vous l'opposez à la raison technique. Mais si on prend la raison toute seule et la conscience toute seule, sans prédicat, elle ne s'oppose pas. Non. On est bien d'accord. Oui. Et au contraire, même la raison, voilà. Ça aide beaucoup. Alors, à déblayer le terrain. La sensibilité n'est pas contradictoire non. De la même manière. Voilà. Donc, dans votre rejet, que je comprends parfaitement, au même motif que les ouvrages de l'Encyclopédie des nuisances, que toute une généalogie que vous incarnez dans une large mesure, puisque vous faites en quelque sorte la passerelle entre les surréalistes et la période, disons, de Debord et la suite. Il y a ce constat qui est maintenant unanimement fait. Vous citez le livre de Semprin et Riesel sur le catastrophisme, etc., bon, qui sont assez récents, mais qui prennent acte et qui ont eu pas mal de lecteurs parmi les générations les plus jeunes. Un constat très ancien pour eux, pour vous, mais qui commence à être assez unanimement partagé, même s'il est largement occulté par ce discours dont on parlait au début et qui tient à distance la possibilité de vraiment saisir le négatif et les contradictions. Néanmoins, et là c'est pour répondre à mon voisin, si on reprend donc raison et conscience, en remontant à ce bon vieux Descartes et à toute une autre généalogie qui était envisageable. Vous parliez du XVIIIe siècle, la fin des croyances et l'émergence d'une nouvelle dévotion. Lui, il imaginait un tout autre chemin. Lui et pas mal d'autres à l'époque. Et ça, selon préambule, pour évoquer la technique qui n'est pas forcément en elle-même déraisonnable et singulièrement non pas nécessairement ce qui est issu de l'informatique, mais disons les techniques de communication qui sont maintenant unanimement répandues, qui métaphoriquement et concrètement, factuellement font écran, certes, produisent cette espèce de réalité envahissante, saturante du monde qui n'a plus rien à voir avec le réel, certes, mais qui sont aussi un moyen
C'est même d'ailleurs par ce moyen qu'on a pu amener pas mal de monde ici, vous rencontrer, qui sont jamais qu'un outil qui peut être utilisé aussi raisonnablement. Et certes, en dehors de la logique de la marchandise, dans une large mesure malgré tout. Et donc, je voudrais savoir si vous envisagez quand même de relativiser cette espèce de dualisme, dont vous avez déjà répondu tout à l'heure en disant que oui, la raison et la conscience ne sont pas en elles-mêmes opposées, et que c'est en ajoutant le prédicat de technique, industrielle, de marchandisation à un certain type de raison issue de ce qui s'est passé à partir du XVIIIe siècle, et disons de ce qui va donner l'économie libérale capitaliste, que vous l'opposez au sensible de la conscience, de ce qui est irréductible du sujet, etc. Et donc, voilà, et j'en arrive donc vraiment à la question, est-ce qu'il n'est pas possible de concilier le réel, et non pas la réalité, au sens de télé-réalité et toutes ces pseudo-réalités dont on nous abreuve, la conscience et la raison, aujourd'hui et plus tard? Il faut espérer, mais étant donné aussi cette technicité-là, n'est-ce pas, c'était avec tout le développement de la virtualité, il se trouve que ça accentue de façon catastrophique et particulièrement inquiétant ce qui est déjà au départ de la technique, qui est cette sorte de panne entre le discours et le corps. Tout d'un coup, il y a de moins en moins de passages. Donc, entre le fait d'appuyer, et c'est pour ça que c'est si important la réflexion de Gunther Anders, justement, qui a vu qu'il y a tout d'un coup, il y a un gouffre entre ce qu'on peut décider et ce qu'on fait. Il y a un gouffre sensible. La technique fait une sorte d'impasse sur la conséquence sensible de ce qu'on est en train de faire. Mais c'est pas à vous que je vais, certainement pas à vous, évidemment, que je vais apprendre le bon usage qui peut être fait du détournement, y compris de la technique. Oui, certes, mais il faut bien savoir avec quoi que ces instruments sont dangereux. Dangereux, certes, mais pardon. Allez-y. Déjà, vous disiez que les livres d'Annie étaient dévastateurs, sont plutôt salvateurs, il me semble. Oui, mais dévastateurs, je disais sur un terrain. Enfin, je donnais une valeur positive au mot. Hein. Vous parliez de l'informatique, tout ça, mais déjà, il y avait déjà les théories du langage, tout le structuralisme a quand même amené à ça. C'est ça. Alors, moi, de bord aussi, je veux bien, mais il y a quand même une cécité, vous le dites très bien, sur le sensible. Bon, c'est déjà relevé aussi bien chez Mondevio dans la réflexion de Saint-Proun et Riesel aussi, qui justement pointe ça. Et alors je voulais vous demander, est-ce que vous voyez ce rien comme un point ontologique, un peu comme l'avait fait Carouge? Là, il faut m'expliquer un peu, là, vous développez, parce que le rien comme un point idéologique. Non, ontologique, oui. C'est-à-dire, est-ce qu'on retrouve quand même une essence? Est-ce que, vu que c'est quand même assez métaphysique, effectivement, oui, une personne ne remplit pas l'espace, même quand on est très amoureux, il y a tous les coins sombres. Mais est-ce que c'est métaphysique? Est-ce que c'est ontologique? Vous voyez, est-ce que vous voyez ce petit livre de Carouge qui avait fait Mondevio parle assez bien. Les fondamentales du surréalisme, les données fondamentales du surréalisme. Absolument, c'est ça. Oui, je me souviens. Alors il y avait des chapitres sur le point, comme ça, qu'on pouvait presque voir comme une ontologie, comme une essence, parce que là on effarouche nos anges avec le... Carouge, c'est un curé. Pardon? Carouge, c'est un curé, il ne faut pas oublier. Oui, d'accord, oui, mais... Et alors?
Vous pouvez redire parce que j'ai pas bien compris. Mais je ne suis pas du tout, moi je suis pas très calée en philosophie, tout ça. Donc, est-ce que ça a à voir ce rien avec une essence de l'âme? Non, c'est... Moi je sais, non, il y a pour moi c'est l'âme. pas ça. Non. Donc c'est pour ça que vous parlez de l'inhumain face à l'humain. Voilà, c'est ça, d'accord. Mais il n'y a pas, de topologie, c'est ça, quoi. C'est le bon vieux dualisme, finalement. Oui, mais pour moi, il n'y a pas. Il n'y en a pas. Non. Mais c'est justement ça, c'est comment se fait le lien. Oui. Et c'est ça, c'est pas par hasard que Carouge, justement, ramène ça, étant donné... Je voulais, à propos de ce que vient de dire le jeune homme à l'instant, c'est vrai qu'il y a un point qui me semble important à développer, c'est qu'il n'y a pas que la technique qui a contribué à cet affaissement, cet effondrement progressif. Donc on évoque le livre de Mandozio, les livres de Mandozio sur Foucault, etc. Il y a quand même depuis 30-40 ans, il y a eu une pente, y compris dans et qui n'a rien à voir avec l'informatique, qui tient à la doxa universitaire, qui est devenue assez générale. Le conformisme, je le vérifie régulièrement auprès de jeunes étudiants en philosophie. Depuis 30-40 ans, on leur sert une espèce de soupe post-structuraliste mal digérée, complètement incohérente. Et ça, il me semble que ça jette quand même encore largement, au moins autant le trouble que les outils industriels qui sont là pour l'entériner. Je veux dire, il y a aussi des causes idéologiques contre lesquelles on peut lutter. Les outils industriels, c'est ça qu'il y a de tout à fait remarquable dans cette affaire, c'est que ces penseurs-là, ces philosophes-là, qui prétendaient de façon quand même assez désinvolte combattre ce monde-là, eh bien on fournit tous les instruments idéologiques dont ce monde avait besoin pour s'affirmer. Ah voilà, c'est ça. Ils sont allés au-devant en quelque sorte. Et ça, c'est quand même un phénomène extrêmement inquiétant. Et là, on se trouve devant ce que moi j'essaye depuis longtemps de dénoncer, qui sont les idées sans corps, qui vont amener les corps sans idées. Et là, on se trouve des idées sans corps, c'est-à-dire des gens qui ont fait des théories sans se soucier réellement à quoi ça correspond. Mais d'un autre côté, il se trouve que ce qu'ils disent prépare ou va complètement dans le sens de la domestication de ce. La technique ne peut alors que croître et embellir quand le terrain a été préparé, parce que c'est un peu ce qui se passe. C'est exactement ce point que je souhaitais que vous précisiez, mais pour amener une autre question, c'est comme vous avez quand même vécu ce grand mouvement des idées, j'ai fait allusion au début de notre conversation, est-ce que vous arrivez à l'interpréter, lui donner une explication, un sens, expliquer comment il a pu se produire, comment ces gens dont la posture est justement d'être dans la critique et la négation vont préparer très exactement l'épanouissement, l'épiphanie de ce qu'ils prétendent combattre. Oui, c'est bien. Vous avez tout à fait raison de parler de posture et de ce qu'ils prétendent combattre, parce qu'il s'agit aussi de gens qui ont exercé cette simulation de la critique à l'intérieur des institutions. Et ça, c'est quand même tout à fait remarquable, c'est-à-dire qu'ils ont toujours été quand même du côté du manche. Et je pense que c'est utile de le préciser, surtout pour les jeunes générations qui s'imaginent que pour beaucoup d'entre eux, que je ne citerai pas, mais auxquels Mandozio, par exemple, a consacré un petit ouvrage réédité dernièrement, sont considérés comme des mavericks, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire des gens complètement hétérodoxes qui luttent contre les institutions, l'autorité, alors que vous confirmez ce qu'il explique, et ce que nous savons tous qui avons vu ça, c'est qu'en réalité, on est passé d'une certaine orthodoxie, d'un certain conformisme universitaire, dans les périodes que vous évoquiez, dont on a parlé, et ça bien avant les années 80-90, à une autre forme de conformisme sclérosé, sans doute encore pire que l'autre, puisqu'il masque complètement le négation, la contradiction, en prétendant le percer, les percer. Donc vous confirmez ça. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? Non, parce que... Pardon, madame. Je voudrais recommencer un peu.
reprendre ce que vous disiez par rapport à la technique et reprendre ce que vous disiez vous, comment faire pour pouvoir s'exprimer. Moi, je suis une utopiste et je voulais m'exprimer. Personne n'a jamais voulu méditer, donc j'ai décidé, parce que j'ai des idées, j'ai décidé de les bloguer. Alors évidemment, ça ne rapporte pas d'argent, mais c'est une façon de répandre des idées. Il y a des visiteurs qui lisent de plus en plus, etc. Donc c'est très intéressant. J'y prends un plaisir fou parce que c'est très créatif. Et chaque jour, je me dis, tiens, ben voilà, je vais faire ça, puis voilà, etc. Alors, si j'ai un tout petit conseil à vous donner, c'est sur le plan de l'érotisme, ne pas en mettre trop, parce que ça peut être très récupéré, ça peut être horrible. Alors, il faut faire très attention. Mais c'est un des moyens parmi d'autres. Mais vous voyez que dans ce que vous me dites, il y a une sorte de censure, puisque déjà, il faut faire attention à ce qu'on va dire, parce que, et ça, c'est pas possible, parce qu'il y a une liberté à prendre. Mais moi, je sais, la liberté, elle me tient au cœur depuis longtemps, mais je commence à la trouver maintenant, alors qu'avant, j'étais encore beaucoup plus en dessous. Je n'avais rien. Donc là, la technique, dans mon cas, hein, je ne dis pas faire tous la même chose, mais voilà, je dis pas plus. Oui. Le problème, c'est que, le problème, c'est que tout est équivalent, hein, c'est tout et n'importe quoi. Voilà. Donc, mais non, c'est pas forcément du n'importe quoi. Je ne dis pas que c'est forcément du n'importe quoi, mais c'est tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que tout est équivalent dans ce mode de communication. Non, je ne crois pas. Je crois pas. C'est quand même malgré tout comme ça que ça se passe dans les faits, dans la pratique. Je ne sais pas. Moi, je ne connais pas assez bien. J'ai besoin maintenant d'avoir des techniciens qui vont m'apprendre. Mais, je crois qu'il y a... c'est un moyen et c'est à nous de le prendre, ce moyen-là. Et c'est à nous de le faire comme on peut. Oui, mais il ne peut pas fonctionner. Je pense que j'interprète ce que vient de dire Annie Lebrun, parce que je pensais à peu près exactement la même chose. Moi-même, j'ai une grosse activité dans la blogosphère que vous évoquiez. C'est ce qui a permis, encore une fois, d'amener un certain nombre de personnes ici ce soir. Enfin, ce n'est pas la seule chose, c'est aussi évidemment le fait que nous sommes dans une librairie. Mais comment dirais-je, tout ça ne fonctionne pas sans médiation. C'est-à-dire que tout ne vaut pas tout. Tout ne vaut pas tout et son contraire et réciproquement, comme on essaie de nous le faire croire et comprendre depuis 40 ans. Donc ça veut dire qu'il faut quand même quelque part introduire un sens, une direction, un ordre, quelque chose qui fasse qu'on ne soit pas confronté à une espèce de bibliothèque borgésienne puissance 10 milliards, seule, sans aucun moyen de nous orienter dans cette forme de pensée-là. Je n'ai jamais lu Borges, mais ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est quelque chose qui est pour moi, c'est un acte où on est là avec son corps, comme vous dites, et puis on échange des idées, c'est un quelque chose. C'est pas un rien, c'est un quelque chose. Et vous êtes... Ce qui se passe maintenant. Il y a les corps, il y a les yeux, les bouches qui parlent, et il y a des gens en vrai. C'est pas pareil qu'un écran. Ça n'a rien à voir. Quand on est dans un écran quelques heures, on finit par avoir la honte et la confusion. On ne sait plus où on en est et on se salit soi-même au bout d'un moment. Parce qu'on est avec toutes des idées qui viennent dans tous les sens et on est dans la salissure totale. Et ça, c'est la honte. Mais vous n'êtes pas obligé on ne sait plus qui on est. Ça, monsieur. Mais c'est ça qui se passe. J'ai l'habitude, je suis en entreprise, j'ai malheureusement un écran qui me crève la figure et c'est atroce. C'est dommage. Alors voilà, l'écran en soi... de cheminer à travers les informations. Finalement, on dit tout n'est pas sur le même plan, mais en termes d'édition papier, aujourd'hui, on pourrait dire aussi qu'il y a un tel emballement dans l'édition papier que finalement... Ah non, mais là permettez-moi de m'inscrire en faux. Justement, l'édition, il y a des médiateurs. J'en suis un très modeste, mais il y a des gens qui... Ne vous laisse pas, je ne vous propose pas les 10 000 livres de la rentrée en face de vous et à vous d'aller choisir ce qui vous plaît là-dedans. Si vous fréquentez un petit peu la librairie et toutes les bonnes librairies. On a les livres qu'on mérite. Non, mais ce que je veux dire... Il y a plein de livres et on a ceux qu'on mérite. C'est simple.
c'est tout simple. On n'est pas c'est pas grave de lire devant n'importe quoi. le choix, sinon on le serait dans la société. De toute façon, on peut lire n'importe quoi. Mais c'est exactement ce qui est en train d'être dit. On est démunis. Ça, c'est toujours fait. Maintenant, c'est organisé, Je suis pas tout à fait beaucoup d'accord. à La grande échelle, preuve, parce que les livres sont livrés souvent par d'autres. Mais ça se voit tout de suite. Je veux dire, quand on voit la personne, on sait que ça a été très rédigé. Et c'est vrai que par contre, ce qui pourrait être délicat sur Internet ou pour un rapport à l'écriture, je pense, c'est que l'objet n'est jamais réellement fini. En tout cas, il ne se fixe pas. C'est un objet constamment renouvelé. Même pour l'auteur, sur un blog, finalement, d'un jour sur l'autre, le texte peut avoir été changé. Il n'y a pas de, d'action dans le temps d'un texte sur Internet, me semble-t-il. C'est plutôt là que je trouve que sur le plan de l'écriture, il y a quelque chose d'intéressant à poser. Parce qu'après tout, dans une librairie, on peut trouver aussi toutes sortes de mauvaises nourritures. Bien sûr. Donc là, mais la question du médiateur, je pense que justement, c'est une question qui est actuelle. Parce que pourquoi dire qu'il faut un médiateur pour cheminer je vais vous l'expliquer de manière très factuelle. Qu'est-ce qui vous a amené à être ici ce soir dans le jardin de la librairie? Simplement parce que je suis une lectrice d'Annie Lebrun. Oui. Donc, et je sais qu'une rencontre comme celle-là est rare. Voilà. Mais vous avez appris qu'Annie Lebrun allait être ce soir ici à la librairie. Oui, tout à fait. Comment, si c'est pas indiscret? Je l'ai appris par Annie Lebrun elle-même lors d'une autre rencontre. Voilà. Donc Annie Lebrun, vous êtes votre propre médiateur généalogiquement par antériorité, puisque vous aviez déjà retenu comme intérêt Annie Lebrun, vous aviez déjà rencontré, mais ce dont on est en train de parler avec Annie Lebrun, elle me coupera si je me trompe, c'est que si on sort de ce contexte, qu'on est confronté à l'ensemble de l'aspect technique et de raisons techniques que représente l'immense réseau Internet et la profusion phénoménale de textes, d'informations auxquels on est confronté. Comment, à partir de là, indépendamment de ce qui va être échangé ultérieurement, vous allez, par quel biais, en n'utilisant que ça, vous allez vous retrouver ici ce soir, en admettant que vous ne connaissiez pas Annie Lebrun? Par votre librairie? Voilà, alors c'est ce que j'étais en train d'essayer de vous expliquer. Il y a des médiateurs, mais ces médiateurs, vous ne les avez pas. Sur la simple fonction de la raison technique. Non, d'accord, oui. C'est ça que je veux dire. Oui, bon. Je sais pas parce que je crois pas que ça soit. Je crois pas que ça soit le bon. Qu'est-ce que vous en dites? Rien. Rien. Je voulais juste déplacer la question, mais je voudrais pas insister et fonder le débat sur quelque chose qui n'est pas fondamental, mais simplement sur la question du texte et de l'auteur qui publie un blog, et c'était en roman à Madame. Je disais que pour moi, ce n'est pas tellement le fait qu'il n'y ait pas un éditeur ou un médiateur, le problème c'est qu'on ne sait jamais si le texte est fini, contrairement à une édition libraire, une édition. D'accord, moi je reprenais l'objection que vous avez faite, c'est-à-dire, excusez-moi, que tout vaut tout. C'est-à-dire qu'on est confronté, comme vous l'avez dit à l'instant, à tout et n'importe quoi. C'est-à-dire comment faire le tri. C'est ça la question que je posais. En fait, pour moi, Internet, c'est pas un vecteur pour avoir une réflexion très poussée sur le réel, par définition. Enfin, quand je me rends sur un ordinateur, c'est absolument pas pour réfléchir sur les grandes questions qui m'agitent, ou les grandes questions philosophiques qui peuvent se présenter à moi. Et j'ai vraiment besoin d'un livre, ou de rencontrer des personnes réelles, pour échanger sur ces sujets-là. Et malheureusement, même si je sais qu'il y a des blogs, et mon ancien professeur de philosophie en a un, et j'aime y rendre de temps en temps, mais c'est pas ce que je privilégie pour réfléchir profondément sur des questions importantes. Voilà. Après, c'est un moyen pour d'autres choses, pour s'informer pour se renseigner, s'informer, échanger, être en contact avec d'autres personnes, même si bon, il y a des problèmes qui s'en suivent, mais c'est absolument pas, à mon avis, le lieu privilégié pour la philosophie. Et heureusement qu'on a les livres et les librairies. Merci. Mais quand même, c'est quand même une manière, pour en revenir donc à ma marotte, et aussi d'apporter des réponses à mon voisin sur des possibilités à venir dans les transformations que nous vivons,
de trouver quand même quelques motifs d'espoir. Parce que, comme vous savez qu'on a un peu parlé avant que vous veniez du livre de Bodina, La vie sur Terre. Je crois qu'on est tous des grands admirateurs de ce livre. Une des objections principales que font ceux des lecteurs qui restent à l'extérieur du livre, c'est en gros la suite de la question qui a été posée, c'est-à-dire il ne propose rien, c'est un livre essentiellement plombant, et il n'y a pas d'espoir au-delà. Voilà comment c'est interprété. Alors je ne dis pas que c'est mon point de vue, mais je veux dire que si on s'en tient au constat lucide, à l'analyse que vous faites, le reproche qui va être fait spontanément, vous savez bien que toute critique s'expose à ce genre d'argument qui n'en est pas un, comminatoire, de proposer autre chose. Évidemment, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais il s'agit quand même, quelque part, de continuer, comme chez Beckett. Alors, comment ? Pas comme chez Beckett. Chez Beckett, il y a toujours Dieu quelque part. Mais bon, qui arrive jamais. Oui, voilà. Quand même. Mais je pense que le fait, justement, que ce constat, par exemple, de l'ordre de Bodina et ce genre de constat-là, sont extrêmement importants. Parce que, d'abord, des personnes de cet ordre n'ont pas la fatuité, justement, de proposer quoi que ce soit, mais il n'empêche que le fait de dire non à ce qui nous est imposé, le fait de vouloir échapper et de mettre tout en œuvre pour échapper à cette perception servile qui de plus en plus tend à se généraliser, permet justement de regarder ailleurs et autrement. Et que chacun peut regarder ailleurs et autrement. Et que ce faisant, quand on ne prend pas les chemins balisés, quand on ne prend pas ce qu'on a, quand on n'adopte pas les perspectives qu'on veut vous imposer, eh bien, il se trouve qu'il se fait des rencontres tout à fait, que le monde commence à revivre. Et ça, je pense que c'est très important. Et que c'est le fait de ne pas passer par là où on veut vous faire passer, qui tout d'un coup vous permet bien, de découvrir d'autres chemins, d'autres perspectives. Et de voir autrement. Et ça, je pense que il n'y a pas ni de message, ni de recette, ni apporter quoi que ce soit. Commencez à aller un petit peu à côté. Et le monde change. Et si il n'y avait plus de personnes qui allaient un petit peu à côté, eh bien, ce serait un peu moins catastrophique. Extravagant. C'est pour ça que Victor Hugo a raison. C'est ça, c'est extravaguer, c'est ça, c'est le terme, en l'occurrence. Oui. C'est donc le mot d'ordre. Oui. Maintenant. Mettons, Vous avez connu cette époque où on avait besoin de mots d'ordre. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si les personnes présentes souhaitent poursuivre la discussion. Sans ça, peut-être qu'ils voudront faire dédicacer leur livre à Annie Lebrun, à moins que, je sais pas, on peut peut-être mettre un terme à la discussion et chacun pourra peut-être avoir une petite discussion plus intime et directe. Donc merci à tous, merci Annie Lebrun. Merci.